Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Vous êtes sur Film FM 95.3, modulation des fréquences. Vous nous suivez également sur www.filmguinée.com, donc sur notre site internet. Merci de nous pratiquer ici là aussi. Il est avec nous notre invité, Monsieur Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication. C'est le grand oral dans un instant, donc sa première sur cette antenne et dans cette émission. Je vous le disais, on a l'impression que les ministres succèdent au gré des différents gouvernements sans laisser fondamentalement leur marque. À sa nomination en mai 2018, une partie de l'opinion a parié sur sa jeunesse et son présumé goût de l'innovation pour espérer des réformes profondes au ministère de l'Information et de la Communication. Amara Somparé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, tient-il la dragée haute aux nombreux défis de gestion des départements qui doivent faire la mue des services publics de l'information? On pose la question, qui plus est, dans un univers médiatique boosté par le secteur privé de l'audiovisuel et de la presse électronique, comment observe-t-il l'évolution sociopolitique d'un pays qui, comme jamais, est à la croisée des crises sanitaires, économiques et financières? Amara Somparé, donc seul comme un géant face au chroniqueur de Mirador. Il est avec nous, on va l'accueillir. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Aboubacar. Bienvenue dans notre émission. Merci bien et félicitations pour l'infrastructure, parce que je sais que cet agrément, c'est moi qui vous l'ai remis. Oui, tout à fait. Je suis très heureux de voir le résultat. Tout à votre honneur. Et c'est le lieu pour nous, au nom de tout le groupe Fréquence Média, donc de vous exprimer toute notre gratitude pour tous les efforts. Parce que l'agrément de la radio, de la télé, c'est vous qui l'avez signé. Merci, c'est normal, hein, c'est mon boulot. Merci vraiment. Après tout. Bien, on va ouvrir les hostilités, hein, dans le bon sens. Forcément, un mot à dire sur cette sortie du Premier ministre sur Dioma, chez nos confrères de Dioma, dans l'émission en langue soussou. On va y faire. Écoutez, je n'ai personnellement pas suivi l'émission en question, malheureusement hier matin. Donc je ne voudrais pas m'appesantir en commentaire sur des propos que je n'ai pas personnellement écoutés. J'en ai lu la retranscription, mais encore une fois, je préfère raison garder. L'interprétation peut être multiple face à de tels propos. Il ne faut pas trop s'avancer et je vais investiguer un peu plus avant de prendre position ou de faire un éventuel commentaire. Justement, vous êtes le ministre de la Communication. J'ai envie de vous demander, à partir de là, quel est exactement votre rôle? Est-ce que vous avez une empreinte sur la communication gouvernementale, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement n'importe quel militant, n'importe quel cadre se fait nommer directeur de la communication des départements ministériels. J'ai envie quand même de vous demander aujourd'hui, parce que nous, les professionnels, on se demande exactement quelle est l'utilité de ce département, en tout cas en termes de communication gouvernementale. Vous faites très bien de poser la question, mais je pense que vous avez un peu anticipé sur les réformes dont on allait parler. Justement. Parce que ça fait partie un peu des axes de réforme que j'ai engagés dans ce département. Il est vrai que depuis un certain temps, on a officialisé la création des services de communication et de relations publiques dans chaque département ministériel. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi, en tout cas au niveau hiérarchique du gouvernement, à créer une interconnexion logique et cohérente entre ces services de communication et le ministère. Alors, dans la feuille de route présidentielle que j'ai reçue pour ce sextennat qui démarre, ça fait partie des chantiers que je vais ouvrir. Bien. Ouvrir des canaux de communication, entre guillemets, dans les deux sens, entre les sectoriels et le ministère de la Communication, qui est censé porter la politique du gouvernement en matière de communication. Mais comment réussir cela? C'est structurel, ce dont nous parlons là. Comment le réussir si les ministres, vous-même, n'avez pas le pouvoir de nommer directement les responsables? Si. Les ministres ont le pouvoir, ce sont des postes par arrêté. Non, ce sont des postes par arrêté. Ce sont pas des décrets, c'est des services. C'est pas des décrets.
C'est des postes pas arrêté. Mais pour le moment, il faut. Sauf que ça se fait dans une sorte de cacophonie quand même. Non, pas de critères. Je ne peux pas parler pour les autres départements parce que certains n'ont même pas encore opérationnalisé ce service. Oui. Chez moi, c'est moi qui ai choisi ma responsable que vous connaissez tous, Nialé Kouyaté, que j'ai meublé mon service avec Djibril Tamsirnian qui est le community manager, Aris Dubaté, Daouda Aris Diabaté qui est un peu le webmaster. Donc on a une équipe assez jeune et dynamique. Dans les autres ministères, ça existe aussi. Progressivement, ça se met en place. Maintenant, c'est cette structuration que je veux insuffler. Et comment ça va se passer avec la HAC? Parce que la HAC aussi, au terme de la loi relative justement à ses attributions, il est précisé qu'elle a aussi un rôle de conseil en termes de communication gouvernementale. Le rôle de la HAC se situe à mon niveau, puisque la politique de communication du gouvernement est portée par mon département. Donc l'interlocuteur de la HAC, c'est moi. Maintenant, comment on... si vous voulez, comment on arrive à gérer de façon cohérente et homogène la communication gouvernementale, c'est cela que moi je vais définir dans mon axe de réforme que j'ai entrepris. Il est prévu de faire une retraite avec tous les responsables de communication de ces différents départements et les miens, sous la houlette de mon ministère, pour que l'on définisse une stratégie, une façon de fonctionner, pour qu'on évite ou qu'on mette un terme à cette cacophonie de communication dans un gouvernement. Ils relèveront de votre département, comme c'est le cas des DRH par exemple, qui c'était mon ambition, des DAF, par exemple, qui dépendent du ministère des Finances. Est-ce que eux aussi vont relever de vous et comme ça, votre département pourrait mieux structurer, contrôler, former et encadrer? On va y aller étape par étape. La retraite, les résolutions de la retraite seront présentées en conseil par moi-même et je pense que cela fera partie des résolutions de la retraite. Qu'il y ait un lien hiérarchique et fonctionnel entre ces services et le ministère. Comme les DAF pour le budget, comme les RH pour la fonction publique, comme les contrôleurs financiers pour le ministère des Finances. Allez-y, cabinet. On reste toujours dans le cadre donc, des actions et des réformes au niveau du ministère de l'Information et de la Communication. Oui, moi j'ai envie en fait de demander aujourd'hui comment se porte je veux dire la mise en place d'une télévision comme la RTG de Boulbiné. On a du mal à se rendre compte qu'en gros c'est plutôt la RTG Coloma qui travaille, c'est elle qui relaie beaucoup plus l'information publique donc au niveau du gouvernement. On a comme l'impression que la RTG Boulbiné ne fonctionne pas assez. Est-ce qu'il y a même pas. Voilà, est-ce qu'il y a un plan de relance? Il y a un plan de relance. Mais d'abord, il faudrait que je vous explique. Mais sauf que ça traîne, monsieur le ministre. Attendez. Mais non, ça traîne. Attendez, vous pensez que c'est quoi le souci? On ne relance pas une télé avec des cacahuètes. Hein, on le sait quand même. Mais non. Ça fait quelques années que vous êtes et vous avez ce chantier, ce projet de redynamiser, de remettre à flot la RTG Boulbiné. Non, beaucoup de choses ont été faites. La RTG Boulbiné fonctionne. Elle émet en radio et en télé. Ne dites pas qu'elle ne fonctionne pas. Elle émet en radio et en télé. La preuve... mais on la sent moins que par exemple la RTI 2 en Côte d'Ivoire. Courant avril, elle sera sur le Bouquet Canal. Le 3 avril. Courant avril. D'ici la fin du mois d'avril, elle sera sur le Bouquet Canal. Vous comparez la RTI 2 à la RTG Boulbiné. Est-ce que vous savez avec quel budget de fonctionnement la RTI tourne? Oui, mais c'est un service de l'État. Non, attention. C'est l'État qui est censé... les choses, il faut tenir compte de tous les paramètres. Oui. La RTI fonctionne en redevance uniquement sur une somme de 12 milliards de francs CFA l'année. Ce qui dépasse le budget d'air du département. Merci. Carrément. Donc, je pense que ça répond à votre inquiétude. Non, le souhait aurait été que la RTG Boulbiné puisse se comparer à la RTG. J'espère que le ministre du budget va l'entendre et qu'il va être un porte-parole assez fiable pour moi. Le ministre du budget n'a même pas 40 milliards. Vous avez 40 milliards au moins dans le budget. Le département de l'information. Écoutez, nous avons un budget de 42 milliards, dont 17 milliards représentent les salaires. Près de la moitié. Et en plus, ça vous laisse entrevoir. Vous avez quand même 20 milliards de budget d'investissement. Non, mais le budget est une prévision. On peut bien. Attention, on peut en faire un bon usage. À quelle hauteur on peut en faire un bon usage. Vous avez et remettre à flot au moins la RTG Boulbiné sur un seul exercice budgétaire. Non, c'est pas possible. C'est impossible, Aboubacar. 2 milliards. Expliquez-nous, monsieur le ministre. Mais il faudrait me laisser développer. Allez-y. Voilà, donc je vous expliquais d'abord qu'il faut comprendre l'historique. Avant toute chose, quand on analyse une situation, il faut savoir d'où l'on vient. Lorsque la RTG Coloma, le bâtiment a été offert à l'État guinéen, les autorités de l'époque n'ont pas envisagé de garder Boulbiné comme une seconde chaîne.
elles ont envisagé de déménager toute l'équipe et toute l'infrastructure télévisuelle au niveau de Koloma. Boulbinet devait disparaître. Il a fallu la résistance de certains cadres qui étaient attachés à Boulbinet pour qu'on maintienne en vie cette structure. Mais donc, dès le départ, dans l'approche même de la réforme, elle devait disparaître. Ce n'est pas une télé qui devait continuer à exister. Cela pose un vrai problème, parce qu'on l'a dépouillé complètement de ses outils. Donc la RTG qu'on a transféré à Koloma. Cannibalisé au profit de la RTG Koloma. Exactement. Au départ, c'est de là que tout le problème, parce que tout le problème vient de là. Il s'est alors installé une rivalité un peu insidieuse entre ceux qui étaient restés à Boulbinet et ceux qui étaient partis à Koloma. Et au lieu de travailler ensemble, ils sont mis à se regarder en chien de faïence. C'est cette situation que moi j'ai trouvée en place. Maintenant, la rénovation de l'infrastructure, parce qu'il faut reconstruire le bâtiment qui date de très longtemps, il faut rééquiper tous les studios, les bureaux, la télé et la radio. Ce programme avait été inscrit dans le budget de la transition numérique terrestre que les Chinois devaient nous aider à financer. Malheureusement, pour des raisons que je ne maîtrise pas entièrement, nous avons rempli toute notre quote-part en matière de fourniture d'informations et de documents techniques, mais Exim Bank n'a pas encore mis à disposition les fonds. Dès mon arrivée, les 3 premiers mois, je les ai attelés à compléter tous les documents qui étaient demandés par Exim. En août, j'ai été nommé en mai. En août, Exim avait reçu tous les documents. Et depuis ça, j'ai fait 3 voyages en Chine. Quel devrait être le coût ? Le coût du projet global était de 99 millions de dollars. C'est-à-dire toute la transition numérique terrestre, en télé et en radio. Maintenant, à l'intérieur de ce coût, je pense qu'on avait évalué environ à une dizaine de millions de dollars la rénovation complète de l'infrastructure. Reconstruction du bâtiment, on rajoutait même un étage et rééquipement de tous les studios. Tout est inscrit dans ce projet. Une télévision. Vous dites, malheureusement, comme on n'a pas pu décaisser avec Exim Bank, c'est pourquoi Boulbinet n'a pas décollé. Et pour quelle raison? Ah, ça, vous me posez une colle, parce que j'ai fait 3 voyages en Chine, comme je vous l'ai dit. J'ai rencontré les autorités d'Exim, j'ai rencontré les autorités du ministère de le MOFCOM en Chine pour savoir pourquoi ça coinçait. Je n'ai pas eu d'explication vraiment claire, mais j'ai compris pour ma part que le niveau d'engagement financier de l'État guinéen auprès d'Exim était devenu très important. Très important. Ouais. Entre Swapiti, Kaleta et d'autres projets qui sont la Sotelgui, la Sogeb, d'autres projets qui ont déjà été financés par Exim. Et il fallait quand même qu'il lève un peu le pied. C'est pourquoi peut-être il est un peu plus frileux. Et c'est un projet qui n'est pas rentable. C'est-à-dire économiquement, il n'est pas facilement rentable. Mais que fait le gouvernement justement? Quand même, c'est une télévision nationale. Alors voilà ce que fait le gouvernement. En attendant que l'on puisse démêler les choses au niveau de Exim, nous avons pu mobiliser des ressources sur le BND. Nous avons partiellement rénover l'intérieur, nettoyer, réaménager les toilettes pour permettre d'avoir un environnement de travail au moins correct. Nous avons relancé la radio, la RKS FM, qui émet normalement pour qu'elle puisse générer des recettes publicitaires qui vont permettre d'entretenir au moins l'intérieur du bâtiment. Nous avons aussi refait la régie télé. Aujourd'hui, la télé émet. Malheureusement, on a eu une panne technique récemment qui faisait que la qualité de l'image était redevenue analogique. Cela est en train d'être corrigé parce que, comme je vous l'ai dit, d'ici la fin du mois, on monte sur Canal. Donc, sur Canal+, on aura maintenant la RTG1, Koloma, et la RTG2. Allez-y. Je pense que cette visibilité, cette nouvelle exposition va redonner, insuffler un nouveau dynamisme au sein de la RTG Boulbinet et ramener peut-être les cadres. Parce que dernièrement, on a fait un réaménagement interne. On a ramené beaucoup de cadres de Koloma à Boulbinet pour qu'ils puissent nous aider à remettre la maison sur pied. Toutes les pointures qui étaient à Koloma, beaucoup sont revenus à Boulbinet. Ouais. Mais peut-être, Akoumba, avant de vous donner la parole, justement, parlant de cadre, un mot sur les récentes nominations au niveau de la RTG Koloma. Beaucoup n'ont pas compris, par exemple, les nominations au niveau des 2 chaînes de radio et de télévision. Quand on regarde les profils des uns et des autres, l'un plutôt radio qui se retrouve à la télé, l'autre... Et inversement. Inversement. Et au niveau de la rédaction en chef de la télévision, comment tout cela s'est passé? Vos décisions ont été guidées par quoi exactement? Écoutez, c'est vrai que c'est des postes qui sont pourvus par des arrêtés que je signe, mais c'est sur proposition du directeur général. On a tendance à l'oublier.
tout arrêté ministériel, quand il s'agit de nomination à des fonctions au sein d'un EPA ou d'une entité rattachée au ministère, se font sur proposition du directeur général. C'est lui qui a fait les propositions. Oui, bien sûr. Celui qui a proposé. C'est lui qui administre la maison. Donc c'est lui qui connaît ses hommes et c'est lui qui sait avec qui il veut travailler, où et comment. Vous n'avez fait qu'entériner. Si on lui impose systématiquement vous n'avez pas nos un droit choix, de regard. attention, j'ai bien dit sur proposition. Mais ça veut dire que j'ai un droit de Vous regard. avez quand même un droit de bien regard. sûr. Oui. Maintenant, si je lui impose des choix de façon unilatérale, je ne pourrais pas le tenir comptable pour la mauvaise marche de la maison. Il faut quand même qu'on lui donne cette latitude. C'est vrai que j'ai eu à faire quelques suggestions. Effectivement, je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais il faut comprendre que ce sont des propositions qui émanent essentiellement. Mais vous aviez quand même remarqué, comme nous, qu'il y avait c'était oui, un peu bien sûr. anachronique Oui, par rapport oui. à certains Je suis d'accord avec vous. profils. Je suis d'accord avec vous. Il est d'accord. mais Un bon. mot sur les stagiaires, parce que c'est fameux l'autre chantier. question des Franchement, stagiaires. monsieur le ministre, il faut J'en ai faire parlé quelque en chose. conseil. Il faut faire quelque Non, chose non, pour j'en ces ai parlé jeunes. en conseil jeudi dernier au président lui-même, parce que j'ai fait passer le texte sur le changement de statut de l'AGP. Oui, on en parle là tout à l'heure. Voilà, qui a été validé par le conseil. Et à cette occasion, le président s'est inquiété de la qualité des effectifs des journalistes à l'AGP. J'en ai profité pour lui expliquer que le problème des effectifs est beaucoup plus large qu'une simple qualification. Il y a cette histoire de stagiaires qui est vraiment un problème endémique dans le département. Parce qu'il y en a dans tous les secteurs. Il y en a à Auréa, il y en a à l'AGP, à la RTG, il y en a près de 300. Et que pour certains qui ont fait 9 ans, voire 10 ans et plus en service. Donc, la question a été évoquée en conseil. Le président de la République a recommandé à ce que le ministre de la fonction publique et moi-même nous penchions sur le sujet pour essayer de trouver une solution. Parce que, normalement, lorsque l'on recrute à la fonction publique, c'est un concours ouvert. Aujourd'hui, si l'on lance un concours ouvert pour dire que l'on va régulariser la situation de ces stagiaires, il y a un risque que des candidats extérieurs puissent avoir de meilleures notes qu'eux à l'issue du concours. Effectivement. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui aura fait 8-9 ans dans la maison se retrouve éliminé parce qu'il a eu une mauvaise moyenne et que des personnes extérieures prennent sa place. C'est un peu difficile. On ne peut pas aussi les régulariser automatiquement parce que la loi ne le permet pas. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est ce que j'ai expliqué au président. Il m'a dit, bon, travaille avec Ballot. Donc avec le ministre de la fonction publique, on va essayer de trouver une solution. Vous y le ministre de la fonction publique, vous l'avez dit, il n'y a pas que par voie de concours qu'il puisse recruter. Il a aussi ce pouvoir-là. Il peut recruter, mais à des postes techniques. Or, je pense que ce dont nous parlons, c'est exactement cela. Ce ne sont pas de simples fonctionnaires. Pour preuve, n'importe qui ne peut pas quand même être un présentateur télé chez vous. Je pense que légalement, vous pouvez trouver cette solution. Elle existe, monsieur le ministre, mais il va falloir pousser. Parce que ces deux maisons sont tenues par des jeunes, parfois qui sont là depuis 10 ans, et qui n'ont aucun statut. Mais le risque, lorsque le journaliste n'a pas de statut clair, qui n'a pas de revenu, ce qui va se passer, c'est que c'est l'information qui va en prendre un coup. Bien. C'est pourquoi dès que j'ai constaté, parce que dès ma prise de fonction, j'ai regardé le budget du ministère. J'ai vu que les salaires prenaient presque la moitié du budget. Je me suis dit, bon, ces salaires-là, ça représente quoi? J'ai engagé une vérification des effectifs pour savoir quel était mon personnel. Et je me suis rendu compte justement à l'issue de cette vérification d'effectifs que beaucoup de personnels titulaires malheureusement étaient dans la nature. Où exactement, on ne sait pas. Parfois, ils viennent nourrir les rangs de vos... Non, nous, on n'en a pas ici. On n'en a pas ici. Bon, c'est surtout déchargé de vos départements. Bon, et l'autre partie était constituée de stagiaires. Bien. Donc, j'ai voulu adresser cette question dès la première année de mon arrivée au ministère. Bien. Mais on va trouver une solution. Notre invité en ce mercredi, M. Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication, on nous apprend que nous sommes désormais suivis sur notre page Facebook, filmguinée.com. Donc, c'est tout bénéf pour, en tout cas, notre émission. On poursuit l'interview avec vous à Koumba Diallo. Monsieur Somparé, j'ai deux petites questions préliminaires. Quand vous arrivez à votre bureau, quelle est l'image qui vous revient? C'est-à-dire que vous êtes à la RTG Boulbiné, votre bureau y est. Ça vous rappelle rien? Bon, je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais à la seule différence que celui auquel peut-être vous faites allusion était plus patron de la RTG, qui s'appelait à l'époque la Voix de la Révolution, que du département lui-même. Merci pour le bonus. Alors là, moi j'aimerais bien vous évaluer à la fin de votre mandat sur les efforts que vous feriez pour faire
pas revivre pour ne pas choquer ceux qui y travaillent, mais pour moderniser la RTG Bolbiné, qui est une radio qui a connu la touche de votre papa. Bien sûr. Mais ceci n'est pas ma question fondamentale. On sait que le rôle des médias responsables, j'ajoute responsable, est d'informer, enquêter, analyser, éduquer, défendre et probablement divertir. Mais à côté de ce tableau-là, il y a malheureusement des médias propagandistes qui passent tout leur temps à répéter les mensonges de politique. Ce qui fait que parfois on pense qu'il y a des journalistes qui sont plus menteurs que les politiques. Alors, sur ces deux tableaux, d'après ces deux caricatures, quelle est la caricature qui conviendrait mieux à la RTG et pourquoi? Déjà, la RTG n'est pas une caricature, donc je ne peux lui appliquer ni l'une ni l'autre. Et pourquoi? Parce que la RTG est un médium. Donc elle n'informe pas, elle n'éduque pas, elle ne divertit pas. Parce que j'ai présenté deux tableaux, deux caricatures. De l'autre côté, est-ce que c'est un média de propagande? Ce n'est pas. En fait, la première présentation que vous avez faite n'est pas une caricature. C'est la fonction première du journaliste et d'un média qui se respecte. Donc je dirais que la RTG, elle informe, c'est clair. Mais l'information est une denrée consommable. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous prenez un verre qui représente l'information, vous pouvez le voir à moitié vide ou à moitié plein. Tout dépend de l'angle d'attaque que vous utilisez pour présenter une information. Tout dépend de l'angle d'attaque. Vous pouvez couvrir une marche de l'opposition ou de n'importe qui en disant ah ben voilà les marcheurs sont sortis, ils étaient nombreux, ils ont revendiqué, tout le monde est d'accord. Ou vous pouvez dire ah les marcheurs sont sortis mais ils ont empêché Paul d'aller au travail. Est-ce que vous êtes en train de dire que les angles justement parce que l'angle d'attaque en matière journalistique l'angle d'attaque est souvent dicté par vous, par le gouvernement à la RTG? Non pas du tout. Mais est-ce que la RTG peut essuyer la colère par exemple du président ou du ministre pour avoir choisi un certain angle? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'appeler le directeur général en colère devant le journal à cause d'un élément? On nous apprend que vous êtes déjà arrivé. On nous apprend que la ligne de conduite et même le conducteur est établi à partir de Sékou Touré. Vous avez des informations bien tronquées. sûr. Le président de la République est occupé. Le téléphone de Sékou Bassamané, il sonne sans arrêt. Aboubakar. Mais c'est de la pression de manière permanente venant de Sékou Touré, de tous les ministères. Le président de la République est assez occupé pour venir gérer la ligne éditoriale de la RTG. Mais le téléphone est là, pour garder la pression. Attention, même les médias privés, certains ne sont pas à l'abri de ces appels. Attention, s'il peut le faire pour les médias privés, imaginez. Non, ceci étant dit, le président de la République a le droit d'appeler les cadres qu'il a nommés aux fonctions de responsabilité pour moult raisons. Ce n'est pas dit qu'il les appelle forcément pour ceux qui passent à l'écran. Il peut l'appeler pour lui demander une information ou pour lui recommander de bien vouloir gérer un dossier ou un autre par rapport à ceci ou cela. Ce n'est pas forcément pour lui dicter ce qu'il doit afficher à l'écran. Non. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive d'appeler Sékou Bassamané pour dire que vous n'avez pas compris, puisque tout est une question d'angle, l'angle de traitement de tel ou tel sujet? Bien sûr. Ça arrive et on débat. Le ministère de l'Information est un ministère hautement intellectuel parce que ce sont des journalistes qui l'animent. Et même au cabinet, ce sont presque tous des journalistes. Donc le débat y est roi. Nous discutons. Vous y avez votre bureau. Vous y avez un bureau. Vous faites pas de RTG? Oui, à la RTG, vous avez un bureau. Vous avez un bureau à la RTG Bien sûr. dans une entité en principe détachée. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que votre bureau fait à la RTG, monsieur le ministre? Non, le bureau à la RTG, il sert à quoi? Quand je vais à la RTG pour rester, par exemple, assez longtemps, j'ai besoin d'avoir un espace où je peux m'isoler, travailler. Voilà, c'est pas pour autre chose. Pour recevoir les cadres, voilà. Je ne vais pas aller squatter le bureau du directeur général. Monsieur le ministre, vous n'avez pas de bureau au Auréa et à l'AGP. Non, c'est différent. Auréa et l'AGP sont à côté de moi, ils sont dans mon espace. Bien. Je te promets, Akoumba. Décidément, la RTG est plus prestigieuse. La suite des questions d'Akoumba et de tous les autres chroniqueurs, parce qu'on parle là aussi du volet politique. Film FM, c'est aussi cela. Une pause pour nos obligations commerciales et un nouveau point de l'actualité à 9h. Et derrière, on revient pour poursuivre cette émission, cette interview. On poursuit cette interview avec vous, Cabinet Fofana.
Monsieur le ministre, au nombre des réformes dont vous envisagez, il y a celle qui se rapporte donc au statut de la RTG qui va passer sous le sceau de l'ERTG, donc ça va être une sorte d'office. Et puis il y a aussi qu'il y a la réforme de l'AGP. Est-ce que ces réformes-là... Et la réforme aussi de journal lauréat. Exactement. Est-ce que ceci se rapporte à une sorte d'invasion aujourd'hui des médias alternatifs? On se rend compte qu'il de plus en plus de médias sont alternatifs à la RTG et ils s'inscrivent un peu dans une approche à la fois expressiviste et contre-hégémonique. Est-ce que ceci s'explique donc par les réformes dont vous voulez... Est-ce que le besoin s'explique par cela? Ouais. Par le fait que de nouveaux médias prennent pratiquement le dessus et que vos médias, vos organes de médias traditionnels, donc de l'État, doivent faire forcément leur mue pour, en tout cas, être à la hauteur de cette concurrence. C'est clair que l'environnement actuel des médias en Guinée est une composante qu'il faut prendre en compte lorsque l'on réfléchit à une réforme du secteur des médias publics. Mais ce n'est pas la seule. La RTG a tenté par le passé de passer au stade d'office. Malheureusement, c'est une réforme qui n'avait pas marché à l'époque. J'ai cherché à comprendre pourquoi cette réforme n'avait pas fonctionné. Premièrement, parce qu'elle n'était pas inclusive. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas été partagée par le personnel même de la RTG, dans son approche et dans ses modalités de mise en œuvre. Ensuite, il faut dire que lorsque l'on change de statut, que l'on devient un office, on doit avoir des sources de revenus pérennes pour pouvoir fonctionner de façon autonome, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas de la RTG. Donc je me suis d'abord posé la question des ressources avant de passer à la réforme. Les ressources, nous les avons réglées comment? Tout simplement en instaurant une contribution à l'audiovisuel public qui n'a jamais existé en République de Guinée. Je parlais tout de suite de la RTI. La contribution à l'audiovisuel public en Côte d'Ivoire qui est prélevée sur les factures d'électricité donne une manne financière de près de 12 milliards de francs CFA par an à la RTI pour fonctionner. 12 milliards. Ça, c'est sans compter les subsides de l'État. Uniquement la redevance. La RTG a un modique budget qui est greffé dans le budget du département ministériel et qui ne constitue que les salaires des employés et le carburant pour le groupe électrogène. Aucun budget d'investissement. Rien d'autre. Rien d'autre. Ça veut dire qu'on va rehausser une ligne carburant et une ligne salaire. Ça veut dire qu'on va rehausser les factures d'électricité pour en Non, c'est pas tirer... ce que je vous ai dit. Je n'ai pas dit que la contribution à l'audiovisuel public en Guinée allait être ponctionnée sur l'électricité. Attention. D'accord. J'ai dit qu'on a envisagé de mettre en place une source de revenus pérenne qui va se... les textes de loi que je suis en train de préparer vont vous indiquer les modes de prélèvement. On hésite encore entre un fonds de développement des médias qui va être associé à la réforme de l'OGP, parce que l'OGP doit se transformer aussi. Elle doit sortir de la double casquette d'acteur régulateur pour devenir uniquement le régulateur de la publicité, et son nom va changer. Je crois que ce sera le Conseil supérieur de régulation de la publicité. Et il y aura un fonds de développement des médias qui sera adjoint à ce conseil, et les prélèvements, par exemple, sur les abonnés de la télédistribution viendront abonder ce fonds qui permettra de financer les médias de service public. C'est un mécanisme assez Beaucoup complexe. de réformes. Pourtant, monsieur le ministre... Tout à votre honneur. Mais il le faut. Moi, je m'en réjouis. Il faut honnêtement. moderniser tout ça. Oui, monsieur le ministre, l'OGP, un mot là-dessus quand même. Comment il se porte aujourd'hui sous Kapi Camara? C'est clair qu'au temps de Paul Moussa, hein, ça fait beaucoup de bruit. Mais depuis que Kapi est là, c'est silence radio, c'est motus bouche cousue. Beaucoup pensent que est là et qu'il... Alors que c'était pour le jeu d'or, Paul Moussa nous l'a prouvé. Comment ça se passe? Quel regard vous avez vous portez aujourd'hui sur la gestion de l'OGP? Non, en réalité, depuis que Kapi Camara est arrivé, il a engagé de nombreuses réformes internes d'abord pour restructurer l'OGP de l'intérieur. Il y avait énormément de problèmes qui avaient été laissés par la direction générale sortante. Donc ensemble, avec le conseil d'administration, nous avons évacué la question du personnel pléthorique, nous avons évacué les problèmes de gestion financière, nous avons revu les procédures de fonctionnement interne. Donc, il y a eu un nettoyage complet qui a été fait au sein de l'OGP, qui fait qu'aujourd'hui, c'est une structure qui fonctionne de façon normale, qui n'a pas besoin de rentrer en conflit avec les personnes qui sont supposées reverser des redevances et autres taxes à l'OGP. Parce qu'avant, le bruit venait d'où? C'est que souvent Paul Moussa était en porte-à-faux avec les assujettis ou avec sa tutelle.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous travaillons mais dans ce cas, cela doit se traduire quand même par des résultats. Avec Paul Moussa, on est passé de 2 milliards environ l'année à 25 milliards, vous vous rappelez, aujourd'hui. Où en est-on? Où en est-on? Je n'ai malheureusement pas les chiffres exacts avec moi, mais je sais que le résultat net de l'OGP est en nette augmentation. Est-ce que par rapport aux 25 milliards? Oui, il est en nette nettement augmentation. au-dessus de 25 milliards. Bien sûr. La preuve, ils sont en train on est en train de se lancer dans le projet de construction du siège. D'accord. Et Bien, allez-y. que l'on va réaliser, je crois, dans l'enceinte du département. Il y a un terrain vague qu'on a identifié pour ça. Bien. On va parler du cas Amadou Diouf. De toute façon, on va bien vérifier. Moi, je commence par 3 constats, n'est-ce pas, négatifs. Le premier, c'est que, au vu de ce que vous venez de dire, c'est que le secteur de la communication est complètement oublié. C'est pas du tout une priorité pour le gouvernement, pour la gouvernance alpha, pour qu'elle soit à la hauteur des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous venez de le dire. La preuve est que la RTG n'a même pas un budget conséquent. Le deuxième constat, c'est quoi? C'est que il se trouve qu'il y a eu une campagne de vaccination pour les journalistes, monsieur le ministre. Votre ministère est celui qui est une instance de tutelle. Vous avez organisé une campagne pour les journalistes du secteur public, alors que ceux des médias privés ont été laissés oublier. Il a fallu justement que des gens comme Tam et d'autres de la maison de la presse en fassent autant, et qui a commencé, je crois, hier. Moi, j'ai qualifié ça de ségrégation corporatiste. 2 poids 2 mesures. Ségrégation corporatiste. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Ça, ce sont les 2 constats. Le troisième constat. Je crois que je l'ai oublié. Le troisième constat, c'est le fait que, moi, je vais lire dans sa pensée. Troisième constat, fait par beaucoup, c'est que le Premier ministre n'a même pas fait cas de la communication dans sa politique, dans sa déclaration de politique générale. C'est cela. Du tout. Secteur information et communication. Superbement ignoré, monsieur le ministre. Alors, le quatrième constat, c'est quoi? C'est que le jour même de la déclaration du Premier ministre, la RTG ne l'a pas diffusée en direct. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'explique, mais c'est une émission qu'on appelle en malinké qui passe le samedi sur l'histoire des Camara ou des Contes et ainsi de suite. Alors, j'ai pas compris pourquoi. L'Ambétigui, c'est l'Ambétigui. Qui passait au même moment que je suis régulièrement tous les samedis à partir de 23h. Alors que le Premier ministre vient planifier, présenter la planification, les grandes orientations sur 5 ans, un événement solennel que la RTG n'ait pas pu le rediffuser en direct. Encore que, lors de la prestation de serment du président, ils ont au moins pris l'image chez nos confrères. Je ne sais pas comment vous expliquer ces 3 constats, et peut-être que je vais évoluer sur la coupe est pleine. Vous y allez. Allez. On va le laisser répondre à ces questions. Le premier constat, si je me souviens bien, il y en a eu tellement que j'ai... Les vaccinations. Non, ça c'était le second. D'accord. Le premier c'était lequel déjà? La RTG qui n'a pas de budget. Il dit que... que c'est le parent pauvre, budgétairement parlant, du gouvernement. Ouais. On peut le voir, comme encore une fois, tout est une question d'appréciation. Il y a de nombreuses priorités dans un gouvernement, notamment d'un pays comme la Guinée. La santé. Donc un média d'État, c'est pas une priorité. La santé, l'éducation, la formation professionnelle. Voilà des infrastructures aussi. L'électricité. Faut pas l'électricité, l'eau. Les travaux publics. Bon, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Il y a de nombreuses priorités. Et les ressources malheureusement disponibles, elles sont limitées. Donc vous nous dites ce matin il faut les répartir que la RTG n'est pas une priorité pour le gouvernement. Il faut les répartir de façon intelligente. Vous êtes d'accord avec nous? La RTG, et c'est la responsabilité du ministre que je suis, au-delà de la RTG, tous les médias de service public, nous devons leur insuffler une nouvelle approche managériale qui doit leur permettre de générer des ressources en dehors de celles prévues par le budget national. Et c'est à ça que je m'attelle. Les amener à comprendre que ce sont des entreprises publiques, certes, mais qui doivent fonctionner comme des entreprises. Et peut-être à ce que ces ressources soient gérées de façon transparente. Exactement. Tout cela fait partie des réformes que j'ai entamées depuis mon arrivée à la tête de ce département. L'AGP est transformé en EPA, c'est pour permettre à l'AGP de pouvoir contracter des abonnements au niveau des dépêches qu'elle doit diffuser en ligne et peut-être sous forme papier dans les institutions, et qu'elle puisse monnayer ces abonnements et venir compléter les ressources budgétaires dont elle dispose. Auréa, c'est pareil. Il faut démultiplier les annonceurs, il faut démultiplier les abonnements. Hier,
Avant-hier, j'étais en communication avec l'Assemblée nationale pour que toute l'Assemblée s'abonne à Auréa. C'est la moindre des choses. 114 députés plus le personnel parlementaire, ça fait à peu près 250 numéros Mais par jour. pour cela, il faut qu'Auréa diversifie son contenu. Si ce Mais ça va venir. Si ce ne sont que La diversification du contenu, en fait, si vous voulez, c'est des choses qui Si vous voulez qu'un député de l'opposition trouve son compte en lisant Auréa, il faut bien que lorsqu'il tire sur le gouvernement, qu'il trouve cette information la discussion que j'ai eue avec l'Assemblée tournait autour de ça. J'ai dit, en vous abonnant, nous allons peut-être créer une rubrique à l'intérieur du journal Auréa. Non, j'ai dit une rubrique, ça peut être une autre forme. D'accord. Je ne suis pas le directeur de publication de Auréa. Moi, j'ai émis une idée, à eux de la mettre en forme. C'est-à-dire prévoir un espace dans le journal où seront rapportés les débats qui se tiendront à l'hémicycle. Les grandes lois, les grandes discussions, les grandes avancées, ils pourront être répertoriés dans le journal. L'idée a plu au bureau du questeur. Je crois qu'ils vont discuter avec la direction générale. Ils vont signer le contrat. À défaut d'avoir leur propre journal. Ils pourront utiliser, voilà. Donc la vaccination, je pense que c'est un grand malentendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le programme de vaccination de l'ANSS, il est prévu d'abord en première ligne le personnel médical, en seconde ligne l'administration et les responsables que nous sommes, parce que nous sommes tout le temps en contact avec beaucoup de monde. Et donc pour éviter et réduire le risque de contamination, nous avons été mis en second rideau. Et en troisième rideau ensuite, je crois que la vaccination devait s'étendre commune par commune au reste de la population. Ce que vous oubliez, c'est que malheureusement, les journalistes du service public sont des fonctionnaires. Donc, ils relèvent du département du ministère de l'Information et de la Communication. Donc, si on vaccine l'administration, quand on vient à mon ministère, on vaccine les journalistes de la RTG, de Auréa et autres, qui sont tous des fonctionnaires. Ce n'est pas une ségrégation. Ce n'est pas une ségrégation. Qu'avez-vous fait pour les médias privés? Mais j'en avais parlé avec le docteur Sakoba pour qu'ils soient insérés, ou en tout cas qu'on les traite de façon particulière, parce que eux aussi sont en contact avec sauf qu'on n'a pas senti votre sauf que c'est la maison de la presse. Je n'ai pas besoin de mettre sur la place publique tout ce que je fais. En général, je suis quelqu'un qui suis assez discret sur les actions que j'entreprends pour... Voilà. Sauf les associations de presse ont pris ça comme une ségrégation, il faut le dire. Mais elles se sont trompées, ce n'est pas une ségrégation. C'est le plan de vaccination qui était élaboré ainsi. Alors l'autre question qui me semble importante, je crois qu'il y a toujours une zone d'ombre, c'est par rapport à votre mission et la réalité sur le terrain. Peut-être avant il n'a pas dit un mot sur l'absence totale. L'absence totale de mention de notre secteur. De l'information, de la communication dans la déclaration du Premier ministre. Dans le discours du Premier ministre. Je pense Comment vous avez reçu cela? Non, je ne l'ai pas du tout mal reçu, parce que je pense que... Et vous l'avez constaté? Oui, bien sûr, je l'ai constaté. Et ça ne vous a pas fait mal? Ce n'est pas votre faute d'ailleurs. Non, pas du tout. Ça ne nous a pas fait mal. Je m'explique, attendez, je m'explique, monsieur le ministre. En principe, à moins que la règle n'ait pas été respectée, lorsqu'on doit présenter un tel discours, on met à contribution l'ensemble des départements, l'ensemble des secteurs. Chaque département doit envoyer un projet de texte, en tout cas du contenu. Est-ce que il vous a été demandé d'envoyer votre contenu qui devait être intégré à ce message-là? Ça c'est le premier paramètre. Monsieur le ministre, vous faites office, en tout cas on le dit, de porte-parole du gouvernement en second. Lorsque le Premier ministre doit aller à l'Assemblée, il déclinait un discours, le porte-parole du gouvernement et vous, le second, puisque c'est comme ça qu'on vous présente, vous êtes censé parcourir cette déclaration pour justement débusquer quelques lacunes qui pourraient se glisser là, monsieur le ministre. Bon, tout ce que vous dites est très intéressant. Malheureusement, je crois que les conditions qui ont gouverné à la rédaction de ce discours de politique générale relèvent de la discrétion de monsieur le Premier ministre et de son cabinet. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tous transmis nos feuilles de route sur la base de la lettre de mission présidentielle que chaque département a reçue. Nous les avons toutes transmises au Premier ministre pour que justement cela lui serve de bréviaire ou en tout cas de matière pour la préparation de son discours de politique générale. Qu'un n'ait pas été fait de façon spécifique de la communication et de l'information, cela est une réalité. Nous l'avons tous constaté. Mais cela ne me choque pas. Pourquoi ?
La communication, l'information et la communication ne s'inscrivent pas dans un besoin de politique sectorielle. C'est quelque chose qui est permanent et qui est transversal, qui soutient toute l'activité gouvernementale. Tout ce qui a été exposé par le Premier ministre ne peut être connu des populations qu'à travers la communication. Donc, à mon sens, c'est une évidence implicite que la communication et l'information sous-tendent toute cette politique générale. Non, monsieur le ministre, la santé, on en a tous besoin. On a parlé de santé, on a parlé d'autres secteurs. Ça sont des politiques sectorielles, ce ne sont pas des secteurs transversaux. Ce dont nous parlons. Et puis, depuis que vous êtes avec nous, nous parlons de la RTG, du OREA, etc. Vous voulez qu'on fasse mention des réformes entreprises dans le discours de politique générale? Le discours de politique générale, ce sont les orientations en termes de réforme, mais aussi en termes d'investissement. Pour les prochaines années. Parce que le sentiment que certains aurait pu nous dire ce qu'il entend faire pour rebooster justement la RTG. Non, c'est même pas un discours bilan, attention. C'est surtout les grandes lignes. Oui, puisque le Premier ministre... Attention, monsieur Mara a dit tout de suite les grandes lignes. De ce qu'il compte faire dans chaque secteur. Les grandes lignes, ce n'est pas du détail. Monsieur, attention, donc la RTG, la communication, ce sont des détails. Non, je vous ai dit ce sont des détails. Je vous ai dit que la communication sous-tend toute cette politique générale. Donc c'est des détails. Non. Ce que je vous ai dit, c'est que la communication sous-tend toutes les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. Vous voulez lutter contre, par exemple, la Covid et Ebola, mais comment sensibiliser les populations? Comment, au moment où le gouvernement dit vouloir réquisitionner les médias, au même moment, on n'avait aucune politique concernant les médias. Non, monsieur Mara, attention. Je donne juste un exemple. Non, cela ne rentre pas dans le cadre de la politique. C'est juste un exemple de l'importance des médias. Non, personnellement, les médias ne sont pas importants. Personne. Mais le Premier ministre n'en parle pas. Bien. On va poursuivre avec... Oui, j'ai toujours peut-être deux questions. J'ai toujours une zone d'ombre dans votre mission. Permettez-moi de le lire clairement pour tout le monde. Le ministère de l'Information et de la Communication élabore et met en œuvre la politique du gouvernement dans tous les domaines de la communication et de l'information. Il a pour mission de créer un environnement technique, politique favorable à la libre circulation des idées et des opinions en République de Guinée. Donc il exerce la tutelle sur les établissements publics et sur les autres organismes dépendants de ses autorités, de son autorité. Je me limite là. Moi je dis par exemple, à la réalité sur le terrain pour moi contraste avec la mission qui vous est attribuée. Il y a par exemple cette cellule de communication rattachée à la primature. Il y a le fait que quand un ministre vient, il vient avec un de ses petits dans le quartier ou je ne sais pas qui pour en faire le chargé de la communication. Il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de budget qui ont été alloués à ces différents services dans les ministères, de sorte que quand nous faisons des prestations pour eux, ils sont obligés de commander, de mendier, alors que c'est commercial. Comment vous expliquez cette disharmonie entre votre mission et la réalité sur le terrain? L'autre chose, c'est cette fameuse affaire de subvention accordée aux médias privés. En 2019, c'était 5 milliards. En 2019, c'était 5 milliards. En 2020, on a réduit à 3 milliards qui n'est pas encore payé. La subvention ne relève pas de moi. Je sais, mais vous avez, c'est le ministère. Je sais que c'est la haute autorité de la communication. Mais c'est le gouvernement qui le donne. Est-ce que vous pouvez vous y mêler? C'est important. Mais je le fais chaque année. Demandez à Tam, il vous le dira. Voilà. Chaque année. Mais je le dis encore une fois, je n'aime pas trop m'avancer sur ce que je fais pour régler des problèmes en coulisses. J'ai été voir personnellement le président pour cela. Demandez à Tam, il vous le dira. La radio, c'est l'heure. Nous marquons une nouvelle pause pour nos conseils achats et ensuite pour un nouveau point de l'actualité depuis le studio B. Et d'ailleurs, on revient pour la dernière partie de cette interview. On continue donc l'émission avec vous. Oui. Monsieur Diallo, un autre confrère envoie cette réaction par rapport aux agréments de radio dont vous avez les demandes chez vous, mais ils estiment remplir toutes les conditions, pour autant ils n'ont pas encore leur agrément. Monsieur le ministre. Ils estiment remplir toutes les conditions. Rapprochez-vous du micro. Ils apprennent que la HAC a donné son avis favorable, mais ils ne voient pas encore leur licence. Ça viendra. De toute façon, c'est un processus interne au ministère et c'est à mon entière discrétion. Donc ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Pas plus de précision. Non. Parce que il n'y a pas besoin de plus de précision. Pour certains, il vous faut avoir l'accord de secrétariat d'abord, monsieur le ministre. Ah, pour certains? Oui.
Bon, ça n'engage que. Moi, je vous dis que c'est à ma discrétion. D'accord. Mais nous sommes d'accord, s'ils remplissent toutes les conditions, vous allez leur remettre leur agrément. Non, si vous lisez le texte, on dit que l'État, à travers le ministère, se réserve le droit d'accorder un agrément à une radio ou à une télé. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on remplit toutes les conditions administratives ou techniques qu'on doit forcément avoir une Donc licence. vous investiguez pour savoir, par exemple, est-ce que c'est pas un homme politique qui est caché derrière la radio? Exactement. Alors peut-être que c'est ce qui est en cours d'être fait. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps. Okay. Bien. On aborde à présent le volet politique de cette interview. Alors, monsieur le ministre, il y a des détenus dits politiques aujourd'hui qui sont dans les gens. J'aime bien le dit politique, c'est extrêmement important. Oui, Voilà. je le place pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, il y a aussi ces rapports internationaux qui épinglent notre pays. On a bien envie d'avoir votre avis là-dessus. Je vais commencer par la deuxième partie de la question, sur les rapports internationaux. D'abord celui du département d'État américain, sur lequel je me suis personnellement prononcé sur Radio France Internationale. À notre très grand désarroi, il est bourré d'inexactitudes et d'approximations factuelles. Et le gouvernement en a Le terme est fort, bourré, monsieur le ministre. Et le gouvernement en a déjà fait part à nos partenaires américains. Parce que la défense des droits humains, elle vaut aussi bien pour les tenants de la société civile que pour les représentants de l'État, et particulièrement les forces de l'ordre et même les civils. Dans le rapport du département d'État américain, je n'ai vu nulle part mention faite du lynchage d'un policier. Devant toutes les caméras de surveillance, tout le monde a pu constater ces faits. Je n'ai vu nulle part l'assassinat des gendarmes qui protégeaient le train qui a été déraillé ici pendant les violences post-électorales. Je n'ai vu nulle part l'attaque de civils en route banlieue de Conakry qui étaient des soutiens du régime, qui ont dû fuir leur maison la nuit et pour certains les maisons ont été incendiées. Nulle part cela n'était marqué. Je n'ai vu nulle part l'assassinat de gendarmes à l'intérieur du pays avec des armes de calibre 12. Cela aussi a été constaté par tout le monde. Donc il faut qu'on ait une vision, je pense, complètement objective des problèmes de défense des droits humains. C'est bien beau de défendre les partisans de la société civile, mais il faut aussi reconnaître ce qu'il y a eu de l'autre côté. À ce moment, le rapport peut être équilibré. Mais monsieur le ministre, ça, c'est ce qui concerne le département d'État. Mais là-dessus, vous êtes d'accord avec nous que ceci relève plutôt des prérogatives de l'État. C'est l'État qui doit empêcher que des gens soient lynchés et que des gens soient... que ces non, personnes là, soient... il dit que le rapport ne fait pas mention de ces situations. Il aurait dû le répertorier. Mais tout cela renvoie à un État vous savez, défaillant en matière de sécurité. Lorsque l'on tue un policier aux États-Unis, vous savez quelles en sont les conséquences. Je pense que vous suivez tous l'actualité aux États-Unis. Lorsque quelqu'un fait l'erreur de tuer un policier, c'est comme s'il avait déclenché la troisième guerre mondiale aux États-Unis. Alors, c'est la même ampleur. Hein? Non, pas forcément. On a vu, aux États-Unis, oui, George Floyd, ce sont ses partisans qui ont manifesté. Mais combien de personnes ont perdu la vie ici donc sous les armes ce rapport, il est aux États-Unis? Ce rapport, il est complètement déséquilibré, à l'instar des autres rapports d'Amnesty International ou de Human Rights Watch. Parce que une investigation d'une ONG indépendante que j'ai sous les yeux ici a démontré que malheureusement, la plupart de ces ONG sont noyautés par des activistes de la société civile pro-opposition ou par des tenants même des partis d'opposition aujourd'hui en Guinée. Et quelle est cette ONG indépendante? Le Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine. Et qui ils ont relève fait un rapport, société civile et partis politiques en Guinée, les liaisons dangereuses. Mais pourquoi mars 2021. pourquoi Je vais vous le mettre à disposition. Mais pourquoi vous il y a des personnes qui sont nommément citées. Je l'ai déjà lu personnellement. Voilà, il y a des personnes qui sont nommément citées. Non, laissez-moi finir. Donc, cela nous permet de douter de la sincérité et de l'objectivité d'une bonne partie de ces constats faits par ces ONG internationales. Je prends le cas de RSF. J'ai reçu le représentant de RSF pour l'Afrique de l'Ouest. C'était la semaine dernière, le jeudi à mon bureau. Nous avons eu une réunion extrêmement fructueuse parce que on s'est rendu compte que le correspondant local de RSF ici, au lieu de jouer le rôle de passerelle et d'être vraiment un interlocuteur fiable pour l'État, se défaussait
éviter le contact. Moi, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, la preuve, il a déposé son collègue sénégalais qui était venu me rencontrer au bas de mon bâtiment. Il est reparti. Alors qu'il lui? C'est Mokhtar Ba. Alors qu'il est le correspondant local de RSF en Guinée. Je ne l'ai jamais rencontré. Il n'a jamais fait la démarche de venir à mon bureau. Et pour autant, j'ai écrit à sa hiérarchie à Paris. À 3 reprises, j'ai publié ces lettres pour contester les conclusions du rapport de RSF. En tant que correspondant local, il aurait dû au moins prendre mon attache, puisque la première lettre est passée dans ses mains. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vu. Bien. Donc il faut quand même qu'on remette les choses. Il faut quand même qu'on remette les choses dans leur perspective. Allez-y, Akouma. Sur ce rapport, Monsieur le Ministre, on peut quand même vous retourner les mêmes remarques quand vous dites que, par exemple, sur le rapport du département d'État américain, vous n'avez pas vu le cas du policier lynché. Bon, j'en ai cité quelques-uns. Je termine rapidement. Il y en a beaucoup d'autres. Personnellement aussi, je figure dans ce rapport-là. Moi, j'ai lu le rapport. Il y a eu 3 ambassadeurs qui m'ont fait suivre ce rapport, entre autres. Je l'ai lu. Il parle de mon appartenance à l'ITIE, il parle de mon appartenance à l'IFDG, mais ils n'ont jamais mentionné que le gouvernement guinéen m'a délivré un satisfecit pour mon rôle joué dans la transparence, dans la vulgarisation de la transparence dans le secteur minier. Et pourtant, ça, c'est le gouvernement qui l'a fait. Il ne parle jamais de la particularité du mérite guinéen d'avoir assuré pour la première fois le contrôle et la coordination des médias d'investigation en Afrique francophone, au Cameroun. Il ne parle pas de ça. C'est pour vous dire qu'on peut reprocher à ce rapport aussi les mêmes erreurs, les mêmes prises de position, mais cela n'est pas ma question. Ma question, c'est peut-être pour revenir sur la loi sur le maintien d'ordre public en Guinée. On sait que l'intervention est stratifiée selon l'article 27 à 3 niveaux. Le premier niveau est composé uniquement, si vous voulez, des policiers. Le deuxième niveau, ce sont les gendarmes. Le troisième niveau, ce sont les militaires. Alors, quand un rapport du département d'État ou des organisations internationales qui siègent, je parle des ONG, qui siègent au Conseil économique et social des Nations Unies, entre autres, publie des rapports qui incriminent en général l'ensemble des forces de sécurité et de défense du pays, cela ne vous fait pas sursauter? Sursauter, c'est un bien grand mot. Nous sommes bien entendu interpellés par les conclusions de ces rapports, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en ce qui me concerne, je suis rentré en contact avec Reporters sans frontières dès 2019, parce que cela a tendance à nuire à l'image internationale du pays, et les effets, les impacts négatifs de ce type de communication à l'extérieur sont désastreux. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous perdons même des opportunités de financement, d'investissement même. Bon, c'est ce que je voulais dire, d'IDE, d'investissement direct extérieur. Tout simplement parce que les conclusions de ce type de rapport sont très défavorables. Et le rapport du département d'État n'est pas pour permettre à la Guinée d'accéder au Millennium Challenge Corporation. Entre autres, non, vous allez vite en besogne. On n'a pas encore terminé la revue. Je sais que c'est vrai que nous sommes à la lisière de l'éligibilité. Nous sommes en train de travailler très dur. Monsieur le ministre, quel intérêt? Nous espérons que ça ne sera pas le cas, parce que ce serait vraiment dommageable pour l'entièreté de la population guinéenne. Et le gouvernement, en tout cas, va déployer toute son adresse, sa diplomatie et son énergie pour ne pas tomber peut-être des lobbyistes. Monsieur le ministre, peut-être des lobbyistes. En allant au troisième mandat avec tout le bilan qu'on a connu, forcément, vous devriez vous attendre à ce qu'il y ait ce type de rapport sur la Guinée, monsieur le ministre. Non, encore une fois. Il y a toujours eu des conséquences. Encore une fois, on est dans le premier mandat de la 4e République, juste pour précision. Mais les rapports, encore une fois, nous n'avons pas de problème avec des prises de position d'ONG internationales. Tout ce que nous remettons en question, c'est l'indépendance annoncée de ces ONG qui, dans certains cas en tout cas, laisse à désirer, et c'est la partialité de ces rapports, leur subjectivité, en tout cas à certains endroits. Mais vous ne démentez pas les faits relevés par ces rapports, c'est ce que je trouve étonnant. Ah si, nous avons contesté. Oui, peut-être que vous n'avez, je vais vous faire part.
Je prends un exemple. Lorsque vous prenez le rapport, je crois que c'est du département américain, à un moment donné, ils disent que nous n'avons jamais ouvert d'enquête sur les cas de violence pré- ou post-électorale. C'était le cas, c'est ce qu'ils disaient avant. Ensuite, ils ont corrigé dans le dernier rapport, ils ont dit que nous n'avons jamais produit les rapports d'enquête. Bon, vous savez tous qu'en matière de justice, il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Je ne sais pas en vertu de quoi ils veulent que la justice leur remette un rapport sur une enquête en cours, qui n'a pas encore connu une issue et qui n'a pas encore été jugée. Deux dernières questions avant de, pendant 10 ans. Avant de donner la parole. Non, pas 10 ans, on parle de l'année dernière, des élections législatives et parlementaires. Peut-être, monsieur le ministre, moi j'aime beaucoup les questions économiques, vous savez. Oui, ça je le sais. Puisque c'est ce qui concerne tout le monde, c'est dans ça, beaucoup trouvent un peu d'intérêt, et c'est ce qui impacte notre vie, mais j'aimerais bien qu'on parle particulièrement de Bokeh, vous savez. Bokeh est un boom minier. Bokeh, c'est chez vous, par ailleurs. C'est chez moi aussi. Hein. Donc, Bokeh, c'est chez tout le monde. Vous n'aurez pas eu de C'est la seule préfecture qui totalise 14 ethnies sur son territoire. Et au-delà de ça, c'est l'une des préfectures qui a participé. Il est originaire de Bokeh, ça reste. Bien. Vous n'y pouvez rien. Monsieur le directeur, c'est mon temps d'antenne. Je suis originaire de Mamou, ça reste. Bien. On t'a libéré, franchement. Tu veux trop t'identifier à Mamou. Il faut arrêter un peu. Alors, monsieur le ministre, ma question, elle pourrait peut-être venir d'un rapport. Il y a eu un rapport qui a été rédigé, qui est d'ailleurs loin d'être comme celui que vous voulez partager avec nous, un rapport qui a été rédigé sur la stratégie pour le développement durable de Bokeh, sur le financement de la Banque mondiale au bénéfice des populations guinéennes. Ce rapport identifie ceci, parce qu'il y a le boom bauxitique dans la région de Bokeh. En son diagnostic, le rapport dit ceci de même: Bokeh a des niveaux de pauvreté qui sont parmi les plus élevés de la côte guinéenne, ce qui limite sa capacité à profiter du boom minier actuel. L'exploitation minière génère de revenus pour les employés et aux fournisseurs, mais déclenche aussi l'immigration qui augmente l'incidence de la pauvreté et les disparités. Un commentaire de votre part? Le rapport, il date de cette année, c'est ça? 2019. 2019. Bon, écoutez, c'est un constat fâcheux. Quand il parle de Bokeh, il parle de la ville de Bokeh, pas de la préfecture. La préfecture. Ah, la préfecture dans son ensemble. Ce rapport, c'est pour la préfecture. Pour la préfecture. En réalité, le slogan de campagne du président de la République vient exactement répondre à cette préoccupation ou à ce constat. Gouvernement. Non. Prospérité partagée. Pendant les 10 premières années, c'est vrai que des réformes ont été conduites dans le secteur minier. À Kumba, je ne vous apprends rien. Vous savez ça beaucoup mieux que moi. Le code a été révisité. Et cela a généré un boom économique dans le secteur bauxitique. Pas uniquement à Bokeh, parce que Bofa aussi connaît quelques sites de développement actuellement. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a accru les exportations de bauxite de façon considérable, au prix même de devenir le deuxième producteur mondial juste après l'Australie. Mais malheureusement, nous n'avons pas mis en place des mécanismes qui permettent de transmettre cette création de richesses considérables aux populations. Alors, c'est cette disparité là. Non, pas ce mécanisme qu'il faut mettre en place, qui a connu un début d'exécution à travers l'ANAFIC et à travers le FODEL. L'ANAFIC, comme vous le savez, c'est l'Agence nationale de financement des collectivités. C'est une partie des recettes générées par le boom minier qui vient alimenter un fonds qui permet de réaliser des infrastructures sur l'entièreté du territoire national. Le FODEL, lui, il est plus spécifique. C'est uniquement pour les zones impactées par l'exploitation minière. Donc, ça ne fait à peine 1 an que les fonds ont été libérés pour être mis à disposition des localités. Attendons de voir les effets de ces deux leviers dans les années à venir et nous allons constater de facto un développement de la région. Mais cela, donc j'insiste Bokeh à attendre encore. Non. Alors que depuis 1973, Bokeh est la préfecture, je dis bien, est la préfecture qui a contribué plus au budget national. On est d'accord, mais cela, moi je le dénonce depuis que je travaille dans le secteur minier, puisque j'ai commencé ma carrière là-bas. C'est des constats que j'ai faits. C'est inacceptable que Kamsa puisse connaître le développement qu'elle a connu, ainsi que Sangaredi, et que Bokeh, qui est le chef-lieu de préfecture, qui est au milieu de ces deux localités, soit le parent pauvre de cette histoire. Je l'ai toujours dénoncé. Dernière question. Alors, vous vous êtes réjoui tout à l'heure quand Kabila a employé le concept détenu dit
politique, quel argument le gouvernement a que vous relayez encore ce matin qui démontre le contraire, que ceux-là ne sont pas des détenus politiques. Et que dire de cet agissement à l'endroit des Selou qu'on a débarqué d'un avion la dernière fois. Et puis après, vous terminez peut-être sur la loi d'accès à l'information qui n'est pas respectée. L'affaire Amadou Djoldé. On va clore sur l'affaire Amadou Djoldé. Forcément. Bon, ça fait beaucoup de sujets. On va y aller les uns après les autres. Premièrement, les questions que vous posez sont essentiellement relèvent du département de la justice. Mais je vais essayer de vous apporter quelques éclaircissements. Les prisonniers qui sont dits politiques actuellement sont des personnes, des individus qui sont poursuivis pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, pour des faits de destruction de biens et d'édifices publics, des délits qui n'ont absolument rien à voir avec leur prise de position. Ils ont été pris en flagrant délit. Alors là, c'est pourquoi je dis cette partie de la question là relève de la justice. L'enquête est en cours. Le procès démontrera les preuves que le procureur a à sa disposition et les avocats essaieront de disculper leurs clients. Mais ça relève de la justice. En ce qui concerne l'honorable Elhadji Cellou Dalein Diallo, je crois, d'après les informations dont je dispose, qu'il est sous le couvert d'une interdiction de sortie du territoire délivrée par le procureur de la République. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, il n'arrive pas à jouir de la plénitude de ses mouvements. Vous trouvez cela normal? Je dis que c'est l'information dont je dispose. Les avocats ne sont pas normal. L'information n'est pas avérée. Je ne commenterai pas des décisions ou en tout cas des actes de justice. Sauf qu'il n'y a pas eu de décision, justement, monsieur le ministre. Je vous ai dit encore une fois, sur la base des informations dont je dispose. Un mot sur le cas Amadou Djoldé. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on a demandé un procès. Finalement, le procureur qui revient à de meilleures raisons et qui invoque la loi L002. Mais le juge l'a quand même renvoyé en prison. Il reste en prison jusqu'au 28. Bon, je pense que d'après ce que je sais, Amadou Djoldé Diallo n'a pas fait plus de 48 ou 72 heures en prison parce que dès qu'il a été incarcéré, son état de santé a exigé qu'on le transporte à l'hôpital. Oui, mais il était en état de détention. Je poursuis. En tant que ministre de l'Information et de la Communication, je déplore, et je l'ai toujours déploré, l'incarcération de journalistes. Je souhaiterais que l'on puisse régler les différends avec les journalistes autrement que par le recours à l'incarcération ou à la privation de liberté. La loi sur la liberté de la presse est claire. On ne peut condamner un journaliste en République de Guinée à une peine privative de liberté. Est-ce qu'il y a eu excès de gel parce qu'il s'agit du président de la République? Attention. Il faut pas aller vite en besogne. Parce que d'autres journalistes ont fait l'objet de détention privative et l'objet de leur accusation n'était pas le chef de l'État. Je pense à Lansana Camara qui a été gardé près de 5 jours, où j'ai moi-même intervenu pour qu'il soit libéré. Pour Amadou Djoldé, ça traîne. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est la personne du chef de l'État qui a. Qu'est-ce que vous avez fait dans le dossier Amadou Djoldé Diallo? Alors, dans le dossier Amadou Djoldé Diallo, il faut reconnaître aussi que les propos que ce journaliste a tenus sont extrêmement graves. J'en ai même parlé avec le directeur Afrique de RSF qui était à mon bureau la semaine dernière, qui a refusé de s'exprimer sur le fond de l'affaire. Qui m'a dit, franchement, ce qu'il a dit, je ne veux pas commenter. Parce que la forme a abîmé le fond. Non, parce qu'il est d'accord avec moi que le fond est inacceptable. Au Sénégal, on enferme des journalistes et des chanteurs pour moins que ça. Pour beaucoup moins que ça. Bien. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de sensibiliser les acteurs publics. Et je continuerai encore à œuvrer dans ce sens pour que la HAC soit privilégiée dans le cas d'arbitrage de ce type de conflit. Bien. Malheureusement, ce n'est pas encore une réalité, mais nous y travaillons. Bien. Nous allons permettre à quelques auditeurs en 2 minutes de pouvoir poser leurs questions à notre invité. FIM FM, façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador, ici, on sonne le glas de la compromission. 2 minutes donc pour vous adresser à notre invité, monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, qui est notre invité, un premier auditeur au bout de fil. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Abouakar et votre invité du jour et à toute l'équipe de la rédaction politique de FIM FM. Bonjour, je reconnais la voix de Poule le Taureau. Allez-y Poule le Taureau. Merci vraiment, je vous félicite aujourd'hui encore pour la qualité du débat et l'information que vous cessez de donner en temps réel à Merci. toute la population guinéenne. Votre question au ministre Somparé.
Monsieur le ministre Somparé, je voudrais vous poser une question simple. Qu'en pensez-vous de la déclaration du Premier ministre lorsqu'il dit qu'ils ne savent pas d'où, lui et le président, ils ne savent pas d'où vient l'ordre pour casser les maisons des gens, étant donné c'est eux qui gouvernent notre pays. Je vous remercie. Bien. Allez-y, monsieur le ministre. C'est un impair. Écoutez, je pense qu'il y a eu assez d'encre et de salive qui ont coulé à la suite de cette déclaration du Premier ministre à l'Assemblée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une confusion, un amalgame qui est fait entre deux actions de déguerpissement. La première, c'est le dégagement des emprises de la route, et la seconde, c'est la récupération des biens et domaines de l'État. Pour cette seconde action, le président, comme il l'a dit, a mis en place une commission présidée par l'ancien ministre Alpha Ousmane Diallo. C'est cette commission qui est censée identifier ces domaines, ces lieux et engager une procédure de récupération. Ce que le Premier ministre a essayé d'expliquer, c'est que entre ces deux démarches qui sont en cours sur le terrain, une information leur est remontée que des maisons ont été détruites dans les quartiers. Ça veut dire que ce n'était pas les emprises, c'était peut-être dans le cadre de la récupération des biens de l'État, mais la commission n'a pas encore commencé son action. Donc, qui a donné l'ordre de casser ces maisons? C'est de là qu'est venu le problème. Donc il ne faut pas que les gens s'embrouillent. Malheureusement, comme il l'a dit, c'est un dysfonctionnement de notre machine administrative. Comme il y en a tant d'autres. Et dans d'autres pays aussi, ça arrive. C'est pas propre à la Guinée. Vous allez faire la lumière. Il nous reste plus qu'à vous dire merci. Grand merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci d'être passé dans cette émission. Mirador, c'est terminé pour ce mercredi. Ce fut un plaisir pour toute l'équipe de recevoir et d'interroger monsieur Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication. Il était notre invité en ce mercredi. Ça en est terminé. Merci à tous les 5 chroniqueurs du jour. Grand merci à l'équipe technique. Derrière nous, c'est la rédaction qui s'impose avec le grand virage qui sera piloté par Ibrahima Khalil Diallo. Et un peu plus tard, ce sont les jeux et film midi avec la rédaction de Bassekou. Merci de l'attention, portez-vous bien, au revoir et à demain.